Bonjour, mon nom est Claude Rioux. Je suis responsable des communications au réseau québécois des OSBL d'habitation et c'est moi qui vais animer le webinaire qui débute à l'instant. Je précise que le webinaire est présenté par le RQOH en collaboration avec le Créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées, autonomes ou en perte d'autonomie, le Créneau. On vous expliquera dans quelques minutes ce qu'est le Créneau. Dans le cadre des activités du Créneau et grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, le RQOH a réalisé une étude pour mieux connaître les activités complémentaires des OSBL d'habitation pour aînés en matière de services non résidentiels et évaluer leur potentiel de rentabilité et de réplicabilité. La présentation d'aujourd'hui vise à vous en présenter les faits saillants. Le texte intégral de l'étude est disponible sur votre site web. Sur notre site web, pardon. C'est joint à la conférence. Le webinaire va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, mon collègue Jacques Beaudoin va vous présenter les faits saillants de l'étude. Ensuite, Mme Marie-Michelle Dumas prendra quelques minutes pour vous présenter le créneau et ses activités. Quelques précisions de nature technique avant de céder la parole à mon collègue. Nous avons alloué une plage horaire d'1 heure au cas où, mais la partie plus formelle du webinaire devrait durer entre 30 et 45 minutes. Le fil audio vous est transmis à travers l'appareil que vous avez utilisé pour vous joindre au webinaire, que ce soit ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. En cas de difficulté ou de bris de transmission, vous pouvez en tout temps y accéder par téléphone, comme pour une conférence téléphonique ordinaire. Les informations de connexion sont disponibles dans le module « Conversation » dans le coin inférieur droit de votre écran. Sachez qu'en tout temps, ce module « Conversation » vous permet d'interagir avec les présentateurs et les autres participantes et participants. Il vous suffit de l'utiliser comme les applications de messagerie avec lesquelles vous êtes probablement familière et familier. D'ailleurs, mon collègue Jacques est actuellement en train de texter dans cette petite fenêtre. Comme animateur, je vais relayer vos questions ou commentaires à nos deux présentateurs qui répondront avant de conclure le webinaire. Enfin, le webinaire est enregistré et sera ensuite rendu disponible en ligne pour ceux et celles qui voudraient le recevoir ou le partager. Sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Jacques. Alors, merci Claude. Bonjour tout le monde. Merci. Bonjour Marie-Michel. Merci Bonjour. De votre participation. Comme mon collègue l'a mentionné brièvement, ce qu'on a voulu faire avec cette étude-là, c'était de dresser essentiellement un portrait des activités génératrices de revenus autonomes dans les OSBL d'habitation pour aînés. Ce qu'on entend par activités génératrices de revenus autonomes, essentiellement, c'est des services ou des activités autres que la mission première de l'organisme, qui est en fait la fourniture d'un logement et parfois de services rattachés à la personne qui sont inclus au bail. Donc, on parle de services ou activités qui génèrent des revenus distincts, des revenus autres que les revenus de loyer. L'objectif de cette étude-là, c'est joint à la conférence. De recenser, documenter ce qui se fait, d'évaluer les impacts sur la capacité des organismes à répondre aux besoins des personnes aînées à faible ou à modeste revenu, évaluer leur capacité à générer aussi des revenus qui permettraient à ces organismes-là ou qui permettent à ces organismes-là de consolider, de maintenir, voire d'étendre leur offre de services aux personnes aînées qui en ont besoin. Juste pour préciser, parce que c'est peut-être pas tout le monde parmi les personnes qui assistent au webinaire là, qui sont familiers avec ce que c'est des OSBL d'habitation pour aînés. On parle essentiellement d'organismes communautaires, présentement au nombre de 520 à travers le Québec, qui offrent du logement, évidemment, à une clientèle de personnes aînées. Ces organismes-là, en fait, sont propriétaires de 650 immeubles ou
ensemble de logements collectifs. Certains ont fait du développement et ont fait une deuxième ou une troisième phase. Donc, 520 organismes qui exploitent 650 projets, qui sont des ensembles résidentiels qui s'adressent spécifiquement à une clientèle de personnes aînées. Au total, on parle de 23 000 unités locatives, qui sont principalement des logements, mais aussi, dans certains cas, des chambres. Et ces organismes-là, ces projets-là sont localisés présentement dans environ 300 municipalités dans les 17 régions administratives au Québec. C'est joint à la conférence. Où finalement, on a à la fois des projets qui ont été créés il y a vraiment plusieurs années. C'est joint à la conférence. Le plus vieil OSBL d'habitation pour aînés au Québec est situé à Montréal, puis a été créé en 1870 ou 1872, sauf erreur. Mais disons, pour l'essentiel, c'est des projets qui se sont développés dans les 40 à 50 dernières années, souvent avec l'aide, dans les années 70 et 80, du gouvernement fédéral qui avait des programmes de développement du logement social et communautaire à l'époque. Depuis, c'est le gouvernement québécois qui a pris le relais. Mais il y a aussi un certain nombre d'organismes qui ont été développés hors programme. Pas besoin de vous mentionner que celui qui a été créé en 1870 n'a pas bénéficié du programme Accès Logis ou d'un programme similaire là, pour sa mise sur pied, sa construction, sa réalisation. On vous présente une petite carte là, qui vous permet de visualiser le type ou la diversité des projets d'OSBL d'habitation pour aînés en termes d'offres de services. Leurs caractéristiques communes, évidemment, étant d'offrir du logement, soit logement ou chambre, mais dans une forme d'hébergement et d'habitation permanente. Mais ils ont des caractéristiques très différentes en termes d'offres de services non résidentiels. En fait, sur les 23 000 unités locatives, il y en a un certain nombre de projets qui sont assujettis à la certification de ce qu'on appelle les résidences privées pour aînés. Vous n'êtes probablement pas sans savoir qu'il existe au Québec une réglementation des normes d'exploitation pour toute la catégorie des résidences privées pour aînés. Donc, on a le tiers, finalement, 33 des OSBL d'habitation pour aînés qui sont assujettis à la certification. Et à l'intérieur de ça, il y a deux types de résidences. Les résidences de catégorie semi-autonome, on voit que c'est 21 et les résidences de catégorie autonome, 12 Essentiellement, la distinction tient non pas à l'état de santé de la clientèle, comme on pourrait le penser au premier abord, mais la distinction tient essentiellement au type de service inclus au bail offert par l'exploitant de la résidence, donc par l'organisme. Dans les résidences de catégorie semi-autonome, il y a dans l'offre de services inclus au bail des services d'assistance personnelle ou des soins ou des soins infirmiers. Alors que dans les RPA de catégorie autonome, il n'y a pas ce type de soins-là. On s'adresse à une clientèle réputée, donc autonome. Essentiellement, les services, il va être question de repas, de loisirs et parfois d'entretien ménager. Ce sont les services qui vont être généralement inclus au bail dans ces cas-là. On a aussi un certain nombre d'organismes qui ne sont pas certifiés et qui ne sont pas assujettis à la certification, mais qui offrent néanmoins des services. C'est 43 et ça ressemble beaucoup aux résidences de catégorie autonome parce qu'ils offrent essentiellement des repas dans la plupart des cas et des loisirs. Mais l'offre de repas n'est pas suffisamment développée, elle n'est pas quotidienne. Ça peut être 5 jours semaine, ça peut être 3 jours semaine dans certains cas, ce qui fait que ces organismes-là ne sont pas assujettis à la certification, mais en termes d'opération et d'infrastructure, ça se ressemble beaucoup. Puis enfin, on a un 24 où essentiellement il s'agit de logements, où il n'y a pas de service offert outre la location d'un logement au bail, mais on s'adresse néanmoins à une clientèle de personnes aînées. Alors, dans le cas des résidences certifiées ou des non certifiées, mais qui offrent des services comme par exemple des repas, la particularité commune de ces 3 pointes de tarte-là, dans le fond, qui est à peu près 75 le 3/4 des OSBL d'habitation pour aînés, c'est de disposer d'infrastructures et de moyens. On parle de ressources humaines, de ressources matérielles, pour dispenser des services qui sont inclus au bail, auxquels ils se sont obligés auprès de leurs locataires. Et donc, dans la plupart des cas, ça inclut une offre de service de repas. Il est possible, et plusieurs l'ont fait d'ailleurs, c'est ça qu'on a constaté dans l'étude qu'on a faite, d'envisager une expansion de ces services-là et l'organisation d'activités supplémentaires en favorisant une meilleure utilisation peut-être plus efficiente ou plus rationnelle de ces infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on va parler d'espace,
il y a des salles à manger, des salles communautaires qui peuvent aussi être, ils ne sont pas utilisés 24 heures par jour pour les fins donc, de l'offre de service là, inclus au bail. Et on parle de cuisine, qui ne sont pas non plus utilisés 24 heures par jour aux fins de l'offre de service inclus au bail. Typiquement, dans les RPA de catégorie autonome et les non certifiés avec service, on parle souvent de un repas par jour qui est offert, parfois 5 jours semaine, parfois 7 jours, parfois même 3 jours semaine. Mais il y a quand même l'existence physique d'installation de cuisine de nature commerciale avec une équipe de travail qui est en mesure de produire et de livrer des repas pour la clientèle. Donc, c'est notre a priori, mais qu'on a constaté dans l'étude, de toute évidence, il y a un potentiel d'utilisation plus grande de ces infrastructures-là pour offrir donc plus de services à plus de gens. Dans un contexte, par ailleurs, où tous ces services-là doivent s'autofinancer, qui dit plus de services, dit aussi nécessairement prise en considération de la capacité de payer des locataires, qui demeure, dans le cas de OSBL d'habitation, une capacité de payer limitée. Notamment, pour ceux et celles qui sont familiers avec le secteur, ça ne vous apprendrez rien, mais pour les fins de l'exercice, je précise qu'en logement social, quand les locataires bénéficient d'un loyer ajusté sur le revenu, un loyer subventionné comme le programme de supplément au loyer, ils payent seulement 25 de leur revenu pour le loyer. Ça ne couvre que le loyer de base avant les services non résidentiels. Les services non résidentiels ne sont jamais subventionnés et doivent toujours s'autofinancer. C'est un défi constant là, pour les OSBL d'habitation. Alors, ce qu'on a recensé finalement comme type d'activité, il y a essentiellement trois grandes catégories. La première étant la location de locaux. J'ai mentionné tantôt qu'il y a souvent évidemment des salles à manger, des salles communautaires et parfois d'autres locaux, des salles de réunion qui sont disponibles dans les immeubles appartenant aux OSBL d'habitation. Donc, on va parler de location de locaux qui peut se faire sur une base ponctuelle pour un événement donné, de manière récurrente, c'est-à-dire des locations qui se répètent, mais qui sont pas, c'est pas la location en permanence d'un local, mais par exemple une fois par semaine pour une activité, une fois par mois, peu importe. Et on a aussi des locations permanentes dans certains cas, là où des organismes disposent évidemment des espaces qui rendent ça possible, là, espaces de bureaux ou espaces commerciaux. Il y en a qui louent des locaux à une pharmacie, à un dépanneur, à un CLSC, à un organisme communautaire, autre, à une entreprise d'économie sociale, à une municipalité dans certains cas. Souvent, ces locations de locaux-là sont associées à une prestation de service. Ça peut être, et la location de locaux peut se faire à une clientèle interne, c'est-à-dire aux locataires déjà de l'organisme, qui peuvent louer une salle, par exemple, pour une réception ou pour une activité, ou du moins la réserver. Là, souvent, les organismes le font sans frais, ou à une clientèle externe. Clientèle externe, donc entreprise, partenaire institutionnel, groupe communautaire. Sur la photo, vous voyez, par exemple, je le mets en évidence parce que c'est ici, dans l'immeuble à Montréal, où nos bureaux sont situés au RQOH, les habitations de La Traversée, qui exploitent une résidence pour aînés de catégorie autonome. Et ça, c'est la salle à manger, en fait, où les locataires, une fois par jour, 7 jours semaine, ont accès à un repas. C'est évidemment l'ancienne chapelle d'une maison qui appartenait aux Sœurs de la Providence. Donc, c'est une très belle salle à manger, mais cette salle-là, elle est régulièrement louée à des partenaires externes pour des événements, puisque les repas sont servis le midi, du lundi au vendredi, et le matin, les petits déjeuners, les jours de week-end. Donc, tout le reste du temps, la salle est disponible pour des événements, toutes sortes et elle est louée. Ils ont même développé récemment un service d'organisation, de location pour des funérailles qui se déroulent au sein de l'organisme. Donc, on va parler de clientèle interne ou externe. On va parler de tarification variable aussi. Comme je l'ai mentionné, souvent, quand il s'agit des locataires qui louent des locaux pour des activités ponctuelles, souvent, il y a une gratuité qui est offerte. Plusieurs organismes ont une politique aussi de tarification distincte pour les organismes communautaires ou les entreprises d'économie sociale versus les entreprises à but lucratif ou des partenaires institutionnels, municipalités, réseaux de la santé, services sociaux. Ça, c'est assez courant et assez fréquent, parce que plusieurs organismes ont une politique pour favoriser l'utilisation des locaux par les organismes communautaires.
Évidemment, tout ça, au final, avec encore là quelques exceptions, ce n'est pas nécessairement une activité, la location de locaux, sauf dans le cas des locations permanentes pour ceux qui disposent d'espaces commerciaux et d'espaces de bureaux, mais c'est clairement marginal, disons. Ça ne génère pas une activité économique extraordinaire, ni des revenus astronomiques, mais ça s'avère néanmoins rentable et un apport qui est jugé assez fondamental pour certains organismes, notamment parce qu'il s'agit essentiellement de revenus nets. Il y a très peu de frais de gestion ou d'entretien associés à la location de locaux. Généralement, sauf dans certains cas où il y a vraiment une grande activité de location de locaux, ça n'exige pas de personnel de surveillance additionnel. Ça exige, il y a déjà des équipes d'entretien, la charge de travail supplémentaire pour nettoyer un petit peu afin de replacer les chaises après une réunion. Pour l'essentiel, c'est totalement marginal en termes de coûts d'exploitation et les revenus qui en sont tirés sont pratiquement des revenus nets. Quant aux locations permanentes, pour ceux qui disposent de locaux qui le permettent, évidemment, ça génère des revenus beaucoup plus importants et beaucoup plus stables. Avec quand même néanmoins la nuance que la location de locaux de manière permanente pour des activités commerciales, ça rend évidemment cette activité-là ou ces revenus-là dépendamment des aléas du marché ou de d'autres situations qui peuvent se produire. Évidemment, dans une grande résidence ou un grand OSBL d'habitation qui a déjà beaucoup de locataires qui sont des aînés, donc qui ont par exemple nécessairement une consommation relativement importante de médicaments. Le fait de louer un local à une pharmacie, j'imagine que pour le pharmacien, c'est que le pharmacien qui s'installe là, il va rester, c'est-à-dire il y a toujours une clientèle qui va justifier, puis un chiffre d'affaires qui va justifier de poursuivre sa location. Sinon, évidemment, pour d'autres types d'activités, où lorsque le service offert ou le produit offert par le locateur des locaux ne s'adresse pas spécialement à la clientèle interne de l'organisme, mais s'adresse à la clientèle environnante dans le quartier, là, évidemment, tout dépend des capacités que permet l'activité économique dans le milieu. Il y a aussi un organisme en particulier qui a rencontré des difficultés où ils avaient un étage complet de locaux qui étaient loués à des organismes communautaires ou des entreprises d'économie sociale dans un secteur où il y a des organismes qui ont souffert d'une perte de financement gouvernemental dans les dernières années et qui ont dû cesser leurs activités. Alors, du jour au lendemain, sauf erreur, sur 7 locataires, il y en a 4 qui ont cessé leurs activités et qui ont dû résilier le bail. Donc, et il n'y a pas d'autres, c'est dans un milieu semi-urbain, et il n'y a pas d'autres organismes dans le milieu susceptibles de prendre la relève, et il n'y a pas non plus de potentiel de louer commercialement ces locaux-là pour une activité économique autre. Donc là, ça cause un manque à gagner réel. Ce n'est pas une panacée, en fait. Le fait d'avoir cette capacité-là, d'avoir des locaux excédentaires qu'on peut louer à des fins de bureaux ou commerciales, ne garantit pas non plus ne nous soustrait pas d'une analyse des conditions du marché. Mais il y a quand même un potentiel intéressant. Je fais référence notamment, bien qu'il ne s'agisse pas d'un OSBL d'habitation pour aînés à strictement parler. Il y en a peut-être qui connaissent les tours Frontenac à Montréal, qui est 3 immeubles d'habitation situés tout près de la station de métro du même nom. Un total de 784 logements où, au rez-de-chaussée d'un des immeubles, il y a littéralement un centre d'achat avec un supermarché, 2 restaurants, un dépanneur, un nettoyeur, un salon de coiffure, il y a déjà eu une banque, il y a une pharmacie, une espèce de magasin à $1. Et évidemment, ça fonctionne très, très, très bien. Et c'est ce qui permet notamment à l'organisme de maintenir des loyers abordables pour les 784 ménages locataires. Donc, essentiellement, pour ce qui est de la location de locaux, c'est un peu ce qui existe actuellement. On verra tantôt avec un exemple en particulier. Évidemment, tout est une question de possibilité et de disponibilité de locaux, mais il y a des organismes qui ont réussi à en faire aussi une activité extrêmement rentable. Mais évidemment, encore là, tout cas est un cas d'espèce, mais il s'agit d'un organisme qui a accès à une quantité importante de locaux qui sont susceptibles d'être offerts en location. Le deuxième type d'activité, c'est la préparation et la livraison, et donc la vente de repas. Donc, comme je l'ai mentionné,
beaucoup d'organismes disposent des facilités en termes d'installation et de ressources humaines pour produire et livrer des repas. Ils le font déjà à leurs locataires. C'est un service qui, dans ces cas-là, est inclus au bail. Ça va s'adresser encore là, selon le cas, à la fois potentiellement à une clientèle interne, donc aux locataires eux-mêmes ou externes. Clientèle interne, c'est que les locataires paient déjà au bail pour avoir, par exemple, 5 repas par semaine le midi, du lundi au vendredi. Et chaque locataire dans son logement dispose d'une cuisinière, d'un réfrigérateur et se fait à manger lui-même ou elle-même, mais peut à l'occasion être intéressé à acheter un repas supplémentaire pour le souper ou pour le week-end, ou parce qu'ils reçoivent des amis, des proches qui viennent les visiter. Donc il y a un potentiel, on va dire, vraiment tourné vers les locataires eux-mêmes pour produire et livrer plus de repas. Il y a un potentiel pour l'organisme aussi, dans certains cas, pour les visiteurs, pour les utilisateurs. Encore là, je pense ici aux habitations de la traversée dans l'immeuble où nos bureaux sont situés ou à l'intérieur de l'immeuble. Il y a aussi des organismes, des entreprises qui ont leurs bureaux. Donc, il y a du personnel additionnel qui travaille dans l'immeuble et qui utilise les services de l'OSBL d'habitation ou de la résidence pour les repas en salle à manger. L'organisme a même d'ailleurs aussi ouvert un comptoir lunch récemment pour s'adresser à cette clientèle-là. Donc il y a des salariés qui peuvent en bénéficier. Plusieurs organismes ont des activités aussi qui suscitent la participation de bénévoles. Donc encore là, c'est des gens de plus qui fréquentent l'immeuble, qui sont présents dans l'immeuble pour les activités et qui peuvent devenir autant de clients potentiels pour le service de repas. Il faut voir que la plupart des organismes qui offrent, par exemple, dans ce modèle-là, qui est le plus typique, là, 5 repas par semaine, du lundi au vendredi, le midi, à leurs locataires, la plupart des organismes, dans leur offre de repas, pour le repas du midi, offrent déjà 2 choix au menu pour les locataires. Donc, nécessairement, le fait de planifier 2 choix puis de permettre aux gens de faire un choix, il y a donc inévitablement des pertes parce que si on a 100 repas à servir, on ne va pas préparer 50 lasagnes, 50 pâtés chinois en disant aux gens qui peuvent choisir parce qu'on arriverait rapidement à une situation où il ne reste plus de choix, puis il faut prendre ce qui reste. Mais donc, ils en préparent toujours un peu plus. À partir de ça, des organismes ont vu l'opportunité d'emballer et de vendre ces excédents de repas-là à la fin du repas aux locataires. Par exemple, celui qui voulait manger le pâté chinois, bien, il choisit le pâté chinois, mais il peut s'acheter un plat de lasagne pour le soir ou pour le week-end. Donc, on en prépare un peu plus. Comme ça, on s'assure que tout le monde a un choix et on en vend donc un peu plus. Ces repas-là excédentaires sont évidemment vendus à la carte. Tant qu'à faire ça, bien, certains organismes se sont rendus compte qu'on a la capacité d'en préparer un peu plus, puis on est capable de soit les livrer pour emporter, dans le fond, là, parce que les gens partent et s'en vont dans leur logement avec un repas. Certains se sont dotés d'équipements d'emballage sous vide et ont aussi développé un service de préparation et de livraison de repas, soit servis à emporter ou emballés sous vide, donc pour soit les locataires, soit des gens qui fréquentent l'immeuble ou les activités de l'organisme, ou carrément pour une clientèle externe, pour des gens du voisinage, pour des gens de la communauté. Vous voyez sur la photo là, la porte d'entrée du service qu'on appelle la popote maison dans un OSBL d'habitation qui est situé à Montréal, qui s'appelle Alternative communautaire d'habitation et d'intervention de milieu, qui a été développé vraiment dans la perspective donc, de la mission de cet organisme-là, qui est aussi par ailleurs un centre communautaire pour aînés, et qui avait une préoccupation sur les besoins alimentaires des aînés à faible revenu qui habitent dans les quartiers Villemort et Côte-Saint-Paul, dans le sud-ouest de Montréal, et qui offre ce service-là, qui n'est pas comme tel une popote roulante, mais un service d'achat de repas emballés sous vide. Donc, où finalement, on utilise les ressources existantes dans l'immeuble, dans l'organisme, à savoir une cuisine commerciale et du personnel qui prépare des repas, qui a la capacité de le faire, puis qui a la capacité d'en préparer plus et d'en faire plus pour répondre à un besoin qui était apparu dans la communauté, soit auprès des locataires eux-mêmes, des gens qui fréquentent le centre, l'organisme, ou les gens dans le voisinage. Des organismes ont aussi, un peu dans le même esprit, développé un service de traiteur
qui parfois est lié avec la location de locaux, c'est-à-dire on a des locaux à louer, on les loue pour des événements, et on peut offrir en même temps que la location de locaux un service de traiteur, tant qu'à avoir du personnel qui est capable de faire à manger, mais on peut préparer aussi un repas pour les organismes ou les entreprises qui louent des locaux dans notre immeuble pour des événements ou des réunions, d'autres types de rencontres. Certains, finalement, sur cette base-là, ont décidé aussi d'élargir leur offre de services de traiteur à des clients à l'extérieur. Alors, ça peut être des organismes externes qui font appel aux services de traiteur de l'organisme pour leurs activités. Il y a des organismes aussi qui ont établi des partenariats. C'est assez intéressant en termes de dynamique communautaire, économie sociale. C'est des organismes qui ont offert leurs services pour la préparation de repas, par exemple pour des popotes roulantes, où finalement la popote donne le contrat de préparation de repas à l'OSBL d'habitation qui prépare les repas que les bénévoles de la popote vont ensuite livrer aux personnes qui font appel à leurs services dans la communauté. Alors donc, on a ces ressources-là qui sont sous-utilisées, en général dans les OSBL d'habitation, qui peuvent être mieux utilisées, plus utilisées. Le directeur de HIM, auquel je faisais mention, que le service de popote maison, mentionnait que finalement, à un moment donné, ils ont de toute façon une centaine de repas par jour à servir à leurs locataires, en fonction de l'engagement pris au bail. Ben, ils se sont dit, préparer 200 repas par jour au lieu d'en préparer 100, ça ne crée pas une pression si grande sur les infrastructures et sur la main-d'œuvre. Si ça se trouve, ça permet de mieux utiliser les ressources, de consolider aussi les emplois pour la main-d'œuvre. Et au final aussi, il y a un enjeu, c'est-à-dire que bon, le coût moyen d'un repas, c'est le coût moyen d'un repas, mais quand on en prépare 200, le coût marginal du dernier repas est moins élevé que celui du premier. Quand on en prépare 200, on achète en volume plus important et il y a une partie des coûts qui sont des coûts fixes, qui sont amortis sur un plus grand nombre de repas. Donc, il y a moyen d'offrir, dans le cas de la popote maison, d'offrir des repas à bas prix aux personnes du quartier et de générer des revenus additionnels qui ne sont pas négligeables là, pour l'organisme, qui permettent éventuellement d'envisager une consolidation des services aussi aux personnes, aux locataires et aux personnes qui fréquentent le centre. Évidemment, il y a tout un équilibre à trouver dans ce contexte-là, parce qu'à partir d'un certain volume, passer de 100 à 200 repas, ça ne crée pas nécessairement une pression particulièrement grande sur les infrastructures et la main-d'œuvre, mais passer de 200 à 500, ça pourrait évidemment exiger à ce moment-là un deuxième quart de travail et peut-être une utilisation plus intensive des équipements qui augmenterait de manière plus significative les coûts d'entretien, les coûts de remplacement aussi d'équipements. Donc là, il y a d'autres enjeux économiques qui pourraient être pris en considération, mais entre servir un repas par jour, 5 jours semaine, et passer à 500 ou 1000 repas par jour, il y a comme une marge qui permet d'envisager un développement qui, sans être spectaculaire, va être bénéfique à la fois en termes de services reçus et de revenus générés pour l'organisme. La troisième grande catégorie d'activités, finalement, c'est tout le domaine des services et des soins. Comme je l'ai mentionné, j'ai ramené la pointe de tarte là, que vous avez vue tantôt. On a 21% des OSBL d'habitation pour aînés qui sont des résidences de catégorie semi-autonome, donc qui disposent déjà, qui offrent déjà eux-mêmes, en vertu du bail, des services d'assistance personnelle, comme d'aide à l'hygiène, d'aide au bain, administration, distribution de médicaments, etc. Et des services de soins infirmiers à leurs locataires. Dans certains cas, évidemment, là, quand je disais au début qu'on a des logements et des chambres, c'est un petit peu plus en fait, c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve des OSBL d'habitation où essentiellement les locataires ont accès seulement à une chambre et ils ont plus de soins. Donc, dans ce contexte-là aussi, il y a aussi des infrastructures qui existent et des ressources qui peuvent permettre de développer l'offre de services, ne serait-ce que pour les locataires eux-mêmes qui sont en besoin de services additionnels. Certains, d'ailleurs, vont inclure au bail une offre minimale, là, la présence, par exemple, 15 heures semaine ou 35 heures semaine
d'une infirmière ou d'un infirmier auxiliaire, certains services d'assistance personnelle, mais pour des services additionnels, les services vont être vendus à la carte aux locataires. Évidemment, tout ça se fait dans un contexte où, par ailleurs, on a des locataires à faible revenu qui ont une capacité de payer très limitée. Et évidemment, ces services-là doivent s'autofinancer. Et là, ça pose toute la question sur laquelle je ne m'attendrai pas, évidemment, de l'accès aux services offerts par le réseau de la santé et des services sociaux. Quand les services ne sont pas là et que la personne est en besoin de services, la personne nécessairement recherche à avoir ces services-là. Et s'il y a des contraintes de payer, qui vont pouvoir l'offrir au meilleur prix. Mais il reste qu'il y a un certain potentiel de génération de revenus autonomes en sus des services inclus au bail pour les organismes qui ont déjà ces infrastructures-là. Mais certains aussi ont développé des services de chambres de répit ou de chambres de convalescence qui s'avèrent dans certains cas assez rentables et intéressants. En fait, ça permet de rentabiliser des unités vacantes. Il y a souvent, dans nos organismes, évidemment, du roulement des unités vacantes. Ça permet, ça peut se faire de deux manières, d'ailleurs, soit par entente avec le réseau de santé et services sociaux, dans certains cas. Ça se fait de moins en moins, toutefois, mais le réseau qui louait en permanence une chambre pour les services de convalescence, dans le fond, dirigés par le réseau et assumés par le réseau. Ou simplement, le réseau va référer une personne qui sort de l'hôpital qui a besoin d'accéder à une maison de convalescence, réfère à l'organisme, puis la personne paie pour les services de convalescence avant de retourner à la maison. Donc, ça permet d'occuper des chambres qui ne le seraient pas autrement, qui étaient vacantes. Et encore là, quand on a déjà sur place le personnel, les préposés, les infirmières auxiliaires ou infirmiers auxiliaires pour offrir les soins et les infrastructures, bien, ça ne crée pas une pression indue là, sur les infrastructures pour être capable d'offrir ces services-là. Certains y ont vu un moyen très efficace depuis plusieurs années, d'ailleurs, de mettre en marché leur service de logement et d'hébergement. C'est-à-dire que dans un cas en particulier, on nous a mentionné qu'il n'est pas rare qu'une personne qui, à un moment donné, une personne âgée qui est hospitalisée, qui a besoin d'une chambre de convalescence, qui retourne, qui profite du service de convalescence pour un mois, pour 3 semaines, 2 semaines, bien, quelques années plus tard, quand elle est en légère perte d'autonomie ou en perte d'autonomie et qu'elle est à la recherche d'une résidence, bien, évidemment, elle connaît déjà l'endroit, elle connaît déjà le type de services qui sont offerts et elle se tourne vers l'organisme pour obtenir finalement un logement ou une chambre en résidence avec le forfait service. Donc, ça se fait de façon, à certains endroits, de façon très intéressante, parfois sous-entente avec le réseau. Juste mentionner qu'il y a d'autres, évidemment, en faisant l'étude, on a recensé un tas d'autres activités qui ne sont pas liées comme telles à la prestation de services aux aînés, mais qui ont démontré un potentiel intéressant en termes à la fois de financement et de dynamique là, de vie communautaire et de maintien de l'autonomie des personnes. Je pense à un organisme dans les Basses-Laurentides qui, en fait, a été développé, pour ceux qui connaissent Axiologie, dans les 3 volets 1, 2 et 3. Donc, il y a une partie de l'immeuble. Il s'agit véritablement d'une résidence pour aînés autonomes avec des repas et de l'entretien ménager qui sont offerts aux locataires. Mais à l'intérieur de l'immeuble et sur le terrain, il y a des activités horticoles et une serre horticole. Et tous les locataires sont invités, participent à l'exploitation de la serre. Et il y a un projet, disons, qui est plus ou moins actuellement, là, qui n'a pas encore démontré comme tel sa rentabilité, mais qui a un potentiel de rentabilité là, d'organiser la production pour en faire une activité qui va générer des revenus pour l'organisme. Il y a toutes sortes d'autres initiatives comme ça qui sont intéressantes, là, qui sont documentées dans l'étude qu'on a faite, soit dit en passant, dans le coin supérieur droit de votre écran, vous pouvez cliquer sur les liens là, pour avoir accès au texte intégral de l'étude. Avant de donner la parole à Marie-Michel, je voudrais vous présenter juste 3 exemples plus précis d'organismes qu'on a visités dans le cadre de cette étude-là. Je les ai choisis, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, on a vraiment découvert plein d'initiatives intéressantes et des gens très dynamiques et très ancrés là, sur les besoins de la communauté et sur le développement aussi, sur les perspectives de développement un peu partout. Mais on a pris ces 3-là parce qu'ils nous indiquaient, disons,
tout en tenant compte de leurs conditions respectives, un potentiel de peut-être donner des idées aux gens sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans le fond, si on veut développer nos services et développer nos activités génératrices de revenus. Le premier s'appelle Campus 3. Certains l'ont peut-être déjà connu sous le nom de Centre des aînés de Gatineau, mais l'organisme a changé de nom l'an dernier. Il s'agit en fait d'un centre communautaire pour aînés à la base là, qui existe depuis plus d'une trentaine d'années, qui a développé en 2012 un volet de logement communautaire en accès logis. Essentiellement, c'est un projet non assujetti à la certification. C'est du logement avec repas, 5 repas par semaine qui sont inclus au bail et servis aux locataires. C'est un immeuble qui a été construit en annexe à une ancienne église qui est devenue propriété de l'organisme. Donc, on voit tout de suite en partant que ce n'est pas typique ou caractéristique de ce qui se développe actuellement comme OSBL d'habitation. Excusez-moi, je prenais une petite gorgée d'eau avant de poursuivre. Parce que, bon, vous voyez tout de suite, la cuisine et la salle à manger, c'est installé dans l'ancienne église. Tous les logements sont dans l'immeuble attenant, mais tout le reste des locaux disponibles dans l'église servent aux fins du centre communautaire pour aînés et aux fins des activités y compris là, de la partie habitation du projet. Donc, on a des espaces aussi grands, dans le fond, pour des activités autres que pour la partie logement. Ce n'est pas typique de ce qu'on connaît. Bon. Alors, cet organisme-là fait la vente de repas. La vente de repas emballés sous vide aux locataires, aux personnes de l'extérieur qui fréquentent les activités du centre, parce que c'est un centre communautaire ouvert à la communauté qui dessert, en fait, ils ont entre 20 et 25 000 visiteurs par année qui fréquentent des activités, des cours, des activités de loisirs au centre. Donc, ils utilisent, dans le fond, le service de repas qui a été créé à l'intérieur du projet de logement comme tel en accès logis pour également vendre des repas à cette nouvelle clientèle-là. Ils ont aussi, comme ils ont beaucoup de locaux disponibles et qui font de la location de locaux, en fait, ils ont 6 grands locaux avec une capacité d'accueillir jusqu'à 270 personnes pour des événements. Donc, ils ont développé un gros volet de location de locaux où ils offrent le service de traiteur aussi pour les événements, incluant l'organisation de mariage clé en main. D'ailleurs, pendant l'été, tous les week-ends, c'est réservé systématiquement pour des réceptions de mariage, des noces, où les gens louent, dans le fond, ce qui était la nef et une grande réception, puis l'organisme s'occupe du service de traiteur. Le service de bar également est offert pour tous ces événements-là. Le service de traiteur est offert aussi à l'externe. Il y a des partenariats qui ont été développés avec d'autres entreprises d'économie sociale dans le secteur, notamment avec la coop de services funéraires de l'Outaouais, qui donne à contrat à Campus 3 toute la préparation des repas pour les réceptions qui suivent parfois les funérailles. Donc, ce type de partenariat s'est développé aussi. Le fait d'utiliser et d'offrir ces services-là, ça a été l'occasion de partenariat avec d'autres entreprises d'économie sociale. Et il y a aussi quelque chose qui est assez spectaculaire dans ce cas-là, qui est l'ancien sous-sol d'église qui a été transformé en atelier d'ébénisterie, où à peu près 80 personnes qui sont pour moitié environ des locataires et pour moitié des aînés de la communauté participent à peu près quotidiennement aux activités d'un atelier de menuiserie qui est devenu non seulement une activité qui a fait la preuve de son succès en termes de contribution à briser l'isolement des personnes âgées, souvent les hommes âgés qui sont seuls, et qui contribuent à favoriser le vieillissement actif, mais qui a été finalement l'occasion du développement d'une activité d'économie sociale importante qui génère des revenus très intéressants pour l'organisme. D'ailleurs, un peu tout ça était à l'origine, c'est pas le seul élément, là, je ne veux pas parler à leur place, mais du changement de nom de l'organisme qui s'appelle maintenant Campus 3. Le 3, en fait, veut symboliser les 3 missions de l'organisme qui sont à la fois la mission de centre communautaire pour aînés, la mission d'organisme d'habitation qui offre du logement et la mission d'entreprise d'économie sociale. Pour eux, chacune de ces missions-là est complémentaire et s'appuie mutuellement. Et les revenus générés par les activités d'économie sociale, comme le service de traiteur, la location de locaux, les revenus tirés de la production
de biens à l'atelier de menuiserie et d'ébénisterie. Mais tout ça vient appuyer la mission communautaire aussi de l'organisme, sa capacité d'offrir une meilleure programmation plus diversifiée à plus de gens comme centre communautaire et sa capacité de maintenir des loyers abordables pour ses locataires aussi. Donc, c'est le cas de Campus 3. Plus rapidement, là, j'en ai seulement pour une couple de minutes, voyons aussi Achim, dont j'ai déjà parlé, qui est aussi un centre communautaire pour aînés, qui a développé une mission de logement avec 95 unités locatives, qui fait la vente de repas avec le service de pop-up maison, notamment, qu'on a vu un peu plus tôt, avec emballage sous vide, qui s'adresse aux gens du quartier, avec notamment un service de livraison, qui, sauf erreur, c'est 2 jours par semaine où les gens du quartier qui commandent les repas peuvent se les faire livrer à domicile. L'équipe prépare en fait actuellement, j'ai changé de diapo trop rapidement, l'équipe prépare actuellement quelque chose comme 250 repas en moyenne quotidiennement, alors qu'ils en ont une centaine à desservir pour leurs locataires. On parle donc de repas nutritifs vendus à bas prix. Et ça a un impact direct sur la qualité de vie des aînés et leur capacité de vieillir chez soi. Le directeur de l'organisme, quand on l'a rencontré, M. Tremblay nous disait que, au-delà de son apport financier qui est réel, c'est surtout une activité et un service qui correspond à la mission et aux objectifs d'Achim, qui a une mission sociale, et ça contribue à aider des gens à bien les nourrir, ça a un impact sur la santé et le bien-être des personnes âgées. Il faut voir ça vraiment comme un tout qui sert finalement à la mission de l'organisme et où l'activité, on va dire, économique sert au bien-être des gens. En milieu rural, on a le pavillon du Rocher qui est à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, qui est un organisme de plus petite taille. On parle de 24 unités dans une municipalité de 1300 habitants qui est dans le Bas-Saint-Laurent, évidemment. Ça, c'est une RPA certifiée qui a des services d'assistance personnelle, donc de catégorie semi-autonome. Et eux, ils ont développé, il y a 24 unités locatives, ils ont développé une activité de vente de repas aux familles et aux visiteurs. Donc ça va un petit peu de soi. Mais surtout, ils ont établi un partenariat avec le Centre d'action bénévole qui assure le service de popote roulante dans 3 municipalités des environs. Alors, l'OSBL Habitation prépare les repas qui sont ensuite livrés aux aînés des 3 municipalités par les bénévoles de la popote. Concrètement, ça a permis de consolider des emplois, dont l'emploi du chef cuisinier qui était temps partiel, de les consolider en emploi à temps plein. Le directeur nous expliquait que les cuisiniers ont un quart de travail, ils sont présents dès 7 h le matin jusqu'à 17 h 30 le soir. Et ça a toute son importance dans le contexte d'une petite municipalité en milieu rural où le recrutement du personnel est difficile, puis on veut maintenir, de manière générale, au-delà du fait qu'on veut avoir des services dans la communauté pour les aînés de la communauté pour qu'ils puissent rester chez soi, il y a tout un enjeu aussi de faire en sorte que la main-d'œuvre dans la municipalité trouve de l'emploi dans la région pour ne pas être obligé de s'expatrier dans les grands centres avec ce que ça crée, les enjeux de dévitalisation. Mais évidemment, quand un organisme qui a 24 unités a finalement un volume qui ne permet d'offrir qu'un emploi à temps partiel à une personne, mais il est possible que cette personne-là, à un moment donné, aille travailler ailleurs ou déménage parce que c'est pas assez payant. Alors, quand on a la capacité, en développant les services, en faisant ce type de partenariat-là, de consolider un emploi en emploi temps plein, mais c'est non seulement bon pour l'organisme et pour les aînés de la communauté, mais ça a un impact comme tel aussi sur l'activité économique et l'emploi de manière générale dans la communauté. Ils ont développé aussi un système de distribution alimentaire avec une espèce d'épicerie communautaire où, une fois par semaine, en fait, il y a comme une espèce d'épicerie collective qui est faite par l'organisme qui revend les produits là, aux locataires parce qu'il n'y a pas de supermarché disponible près de la résidence. Et eux, ils ont aussi un service de convalescence. En ce moment, étant donné que toutes leurs unités locatives sont complètes, évidemment, le service est en latence, mais quand ils ont un logement ou une chambre de disponible, ils avertissent le réseau et ils se font référer des clients et ils louent les chambres à des personnes en convalescence à 350 $ par semaine, ce qui génère donc des revenus supplémentaires. Ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est, comme je l'ai mentionné, beaucoup de dynamisme et de débrouillardise, mais aussi des opportunités ou des occasions à saisir. C'est pas évidemment nécessairement à la portée de tous les organismes. Chaque organisme, en tout cas nous, ce qu'on souhaite, c'est que chaque OSBL d'habitation qui a ces capacités-là et cet ancrage-là dans la communauté
fasse une réflexion sur les possibilités de développement. C'est joint à la conférence. D'ailleurs, on a en annexe on propose en fait à nos membres, aux organismes, aux OSBL d'habitation, une marche à suivre pour ceux qui voudraient être accompagnés pour faire l'analyse des possibilités qui existent dans leur marché de développer ce type d'activité-là, puis qui ont besoin d'un soutien pour le faire. Les organismes intéressés peuvent s'adresser à leur fédération régionale d'OSBL d'habitation pour obtenir ce soutien-là. Mais clairement, il y a un dynamisme qui existe actuellement, il y a un ancrage sur la communauté et c'est possible de créer plus de partenariats de ce type-là dans les prochains mois et les prochaines années. Et ça va venir répondre, à notre point de vue, à la fois à des besoins dans les communautés, des besoins qui ne sont pas desservis autrement, et ça facilitera la viabilité des organismes. Je laisserai la parole à Marie-Michel maintenant pour vous présenter vite ce qu'est un peu le créneau et par la suite on pourra répondre à vos questions. Je n'ai pas remarqué s'il y en a qui ont posé des questions. Vous pouvez continuer à le faire là, dans le module de conversation ou à la fin pour s'il y a des éléments à préciser. Alors, oui, bien, merci beaucoup, Jacques. Bravo pour ta présentation. Là, franchement, ce rapport-là est effectivement très intéressant. Alors, ben voilà, me voici à ma section, le créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le créneau papa? Le responsable a désactivé la mise en silence. Oui, OK, on m'avait mis en silence, désolé. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? Oui, OK, parfait, on continue, désolé. Donc voilà, ben voici en fait le moment où je vais vous présenter ce qu'est le créneau des entreprises, donc collectives en service aux personnes âgées, autonomes ou en perte d'autonomie. Là, vous comprenez qu'on l'appelle communément le créneau parce que c'est un peu trop long, n'est-ce pas? Alors, ici, le créneau, en fait, qu'est-ce que c'est? Le créneau est en fait une initiative du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation dans le cadre du plan d'action gouvernemental en économie sociale, donc le fameux PAGES. Donc, est coordonné en fait par le CRIS, le Centre de recherche sur les innovations sociales à l'UQAM. Est en route depuis septembre 2019 et actuellement son financement est assuré depuis septembre 2017 et son financement est assuré jusqu'en mars 2019. Alors, le créneau, c'est quoi concrètement? C'est une vaste plateforme d'échange que je vais vous expliquer, mais qui rassemble vraiment une diversité d'acteurs provinciaux, donc plus d'une cinquantaine, soit de réseaux nationaux, comme par exemple le RQOH, mais plusieurs autres que je vois qui sont notamment aussi présents là, à la rencontre, au webinaire, des chercheurs universitaires, des gens des milieux municipaux, des ministères, enfin, des acteurs de tout type, Alors, voilà, donc comme je le disais, c'est une initiative inscrite au PAGES qui est financée à hauteur là, de 750 000 $ pour une durée triennale. Les objectifs du créneau sont triples, en fait. Le premier est évidemment de renforcer la réponse à des besoins peu ou mal comblés des papas, là, donc des personnes âgées, que ce soit autonomes ou pas, par les organismes organisations d'économie sociale. Donc, le projet, l'étude qui a été présentée a été développée dans le cadre de ce créneau-là et je crois qu'on pourra soutenir là, cet objectif-là. Le second objectif est de soutenir le développement des entreprises d'économie sociale et de leur réseau en identifiant des filières de développement précis, donc en identifiant où est-ce qu'il y a des besoins peu ou mal comblés, puis où est-ce qu'il y a donc opportunité de développement pour l'économie sociale, comme l'a fait cette étude-ci encore une fois, et évidemment de financer des projets. Alors, on finance des projets dans les phases de pré-démarrage, de recherche et développement, et surtout qui visent également ce troisième objectif-là, de favoriser la synergie, la complémentarité entre les acteurs. Vous allez voir que cette cinquantaine d'acteurs-là qui sont autour du créneau, notre rôle est vraiment de les mettre, de les mettre ensemble, de favoriser les collaborations et d'étudier, d'élaborer dans le fond les modèles de collaboration notamment qui pourraient être développés.
Donc, si j'arrive avec la structure organisationnelle, je vous montre ça rapidement parce que cette cinquantaine d'acteurs-là, évidemment, ils ne se rencontrent pas toujours tous ensemble. Ce serait un peu contre-productif. Alors, voici la structure organisationnelle du créneau. Alors, tout dessin, évidemment, du ministère de l'Économie, des Sciences et de l'Innovation qui a inscrit à son plan d'action, à la demande des acteurs du milieu, cette initiative-là. Alors, moi, je suis donc embauchée directement par le CRIS, le Centre de recherche sur l'innovation sociale à l'UQAM, mais je relève directement d'un comité de coordination formé de différents ministères, mais aussi du chantier de l'économie sociale et du CQCM. Et de ce comité de coordination-là relèvent donc 4 comités spécialisés, thématiques, dont le comité milieu de vie, d'où est issu ce projet-ci du RQOH, mais également un comité qui rassemble des acteurs et qui étudie les possibilités de développer l'économie sociale dans les secteurs de la mobilité, de l'alimentation et des loisirs et culture. Évidemment, on travaille aussi, bien sûr, au service à domicile avec le réseau des ESSAD, mais comme ce secteur-là est déjà bien représenté par le réseau et très structuré, là, donc évidemment, les ESSAD sont de manière transversale, là, collaboratrices à dans chacun de ces comités spécialisés-là. Alors, je vous propose de vous présenter vraiment très brièvement, mais vous aurez mes coordonnées si vous en apprenez davantage et le PowerPoint sera disponible. Présenter brièvement les projets qui sont développés dans le cadre là, donc de ces différents comités spécialisés-là. En mobilité, par exemple, actuellement, il y a un projet en cours, donc qui vise à développer une étude de marché, mais aussi un modèle d'affaires, donc pour favoriser le développement des services de transport d'accompagnement offerts par les ESSAD. Il manque mon PowerPoint, désolé, là, mais par les ESSAD, donc les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, et ça en région urbaine, semi-urbaine ou rurale. L'objectif est évidemment de voir au développement le plus efficient, le plus rentable et accessible à la fois possible de ce service-là, tout en le développant de manière très collaborative avec une entente, par exemple, d'interréférencement, des outils de transfert là, de clientèle selon les cas respectifs là, qui seraient couverts par des centres d'action bénévoles qui font vraiment beaucoup de transport accompagnement bénévole et les ESSAD qui pourraient développer des services à ce moment-là rémunérés, mais pouvant être assujettis là, au PEFSAD, donc au programme d'exonération fiscale. Alors, voilà, l'idée ici d'un peu de positionner la position de ce service-là en mobilité là, des ESSAD et de le développer de manière vraiment complémentaire à ce qui se fait actuellement déjà sur les territoires. En alimentation, maintenant, le comité alimentation développe un projet qui est vraiment très intéressant et où il y a des liens très évidents entre l'étude qui vient de nous être présentée. Le projet se nomme la cantine pour tous. La cantine est un projet en pré-démarrage dans son envergure nationale qu'elle aimerait atteindre. Il s'agit donc l'objectif de devenir un regroupement d'entreprises ou d'organisations faisant de l'économie sociale, œuvrant en alimentation. Et là, on parle d'œuvrer en alimentation, mais c'est vraiment tout le cycle alimentaire, donc que ce soit les moissons, par exemple, là, qui pourraient être fournisseurs, mais quiconque a des espaces de stockage, des cuisines certifiées MAPAC, gérerait des cuisiniers, aurait des résidents, par exemple, qui ont besoin d'être nourris, ou vont à domicile, dans le cas des ESSAD, qui pourraient, dans le fond, peut-être faire de la livraison de repas. Donc, tous ces acteurs-là, dans un sens, œuvrant en alimentation dans son sens très large, l'idée de la cantine serait de les regrouper sous des services de mutualisation de leurs ressources. Donc, mutualiser, dans le fond, les ressources non utilisées, un peu comme on parlait Jacques précédemment. Là. Donc, et cette mutualisation-là, évidemment, se fera à l'aide de certains outils, notamment une plateforme web. Donc, une espèce de Kijiji qui dit, ben moi, j'ai un cuisinier, je serais capable d'en embaucher d'autres, ou j'ai des postes j'aurais certaines heures supplémentaires à lui offrir. Moi, j'ai une cuisine qui pourrait être disponible en location, j'ai de l'espace de stockage qui pourrait être disponible en location, j'ai un camion, enfin, etc., vous voyez l'idée. Alors, cette plateforme-là, ainsi qu'une certification, une image de marque qui va faciliter la commercialisation des repas, vise vraiment à augmenter la production de repas pour les personnes âgées et leur livraison à domicile.
Donc, un projet très innovant qui suscite beaucoup d'intérêt, qui visera à s'implanter dans des projets pilotes en région sous peu. Alors, on a également le comité loisirs et culture qui actuellement n'a pas de projet en cours, mais qui cible très clairement l'augmentation et la diversification ainsi que d'augmenter l'accessibilité de l'offre de loisirs et culture adaptée aux personnes âgées. Il se fait déjà beaucoup d'offres actuellement en économie sociale, en action communautaire. L'idée serait de l'augmenter, de la rendre plus accessible. Les cibles potentiellement visées seraient notamment les personnes âgées résidant en RPA, donc ou en OSBL, enfin en résidence ou en institution, mais aussi ceux qui sont à domicile et à mobilité davantage réduite. Alors, les travaux se poursuivent évidemment dans le cadre de ce projet-là. Et enfin, le comité milieu de vie. Alors, je pense pertinent de vous présenter les partenaires autour de ce comité-là qui ont accompagné Jacques et le RQOH dans l'élaboration du projet qui vient de vous être présenté. Donc, évidemment, le CQCH, le réseau des ESSAD, le RQOH, bien sûr, mais aussi la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec, la GRTQ, le Carrefour Action municipale famille, donc je salue Sarah d'ailleurs qui est présente au webinaire, la FECHIM, bonjour Marcel, et Louis Demers qui est chercheur spécialisé sur les résidences et notamment les résidences de petite taille, chercheur à l'ENAP qui nous accompagne beaucoup dans nos réflexions et nos travaux. Alors, rapidement, le projet était le projet présenté ici, en fait, l'étude de Jacques était un des projets portés par le comité milieu de vie, mais il y en a plusieurs autres, comme vous le voyez. On développe notamment des modèles d'habitation communautaire, mais avec service pour les aînés. Alors là, 3 modèles sont en développement, un davantage axé sur les communautés rurales, donc qui visent la réutilisation du cadre bâti déjà existant, d'autres qui visent vraiment des milieux plus urbains ou semi-urbains avec un peu plus grande taille et plus de mixité, qui est le deuxième listé ici. Puis le premier, les petites maisons, donc c'est une forme d'habitation pour les personnes notamment ayant besoin de plus, donc ayant moins d'autonomie, donc ayant besoin de 1h30 à 3 heures soins par jour, un peu la clientèle classique CHSLD, si on veut. Ce créneau-là n'existe pas actuellement en économie sociale et on aimerait le développer en partenariat avec le réseau de la santé. On travaille également un projet avec Domus, qui est un laboratoire en domotique de l'Université Sherbrooke, de l'assistance automatisée pour le maintien à domicile des personnes âgées, donc en perte d'autonomie. Et enfin, cet autre projet-là qui vient tout juste de démarrer, qui est une étude de faisabilité là pour essayer de développer une offre de services à domicile par les ESSAD aux membres donc du RQOH. Donc, c'est le genre un peu de travaux que le créneau soutient, qui vise vraiment là favoriser les collaborations et l'émergence de nouveaux modèles d'innovation sociale, donc d'offres de services ou de biens aux personnes âgées. Alors, j'arrêterai la présentation ici maintenant parce que je sais que nous avions prévu jusqu'à 2h30, mais je suis disponible évidemment s'il y a des questions. Ce PowerPoint-là pourra vous être partagé si Jacques est d'accord, bien sûr, mais mes contacts sont laissés à votre disposition.